Alors, le dernier intervenant, tout à l'heure, j'ai demandé qui a changé de métier au moins 3 fois dans sa vie professionnelle. Je n'ai pas vu qu'il levait la main. Pourtant, il intervient ce midi auprès de vous en tant que président de la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux. Il était ministre de la Culture et de la francophonie de 1993 à 1995. Il a également été défenseur des droits. J'ai le plaisir de vous accueillir, Monsieur Jacques Toubon. Merci d'être là et d'avoir accepté ce défi d'être le dernier intervenant de la matinée. Tout est filmé, on vous gardera précieusement dans les archives du BIS. Et merci d'avoir accepté cette place délicate du dernier intervenant de la matinée. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à Nicolas Marc, aux organisateurs de la Biennale. Et merci aux intervenants, parce qu'en réalité, Mathieu vient de dire que c'était difficile après tous ces intervenants. D'une certaine façon, c'est le contraire. Je n'ai pas voulu préparer un discours ex cathedra du genre ancien ministre. D'abord parce que je voulais parler aussi de la position qui est la mienne aujourd'hui, qui est une position active à la tête de la FEVIS, la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, donc secteur de la musique indépendante, et puis d'autre part parce que j'avais envie d'abord d'écouter chacune et chacun et de m'inspirer de ce qui a été dit pour essayer d'en tirer, non pas des conclusions, c'est très prétentieux, mais quelques remarques sur la situation actuelle de notre politique culturelle et ce qu'elle pourrait devenir. D'abord, quelques mots sur la FEVIS, parce que la FEVIS, je le dis toujours, l'indépendance, en quelque sorte, les musiciens indépendants, les orchestres indépendants, les chœurs indépendants, c'est le troisième pilier de la musique, à côté des maisons, les opéras, les théâtres, des orchestres permanents, publics, aussi bien nationaux que locaux. Ces ensembles indépendants sont nés il y a maintenant 50 ou 60 ans. Parmi les premiers, par exemple, tout le monde connaît Jean-Claude Malgoire et l'Atelier lyrique à Tourcoing, puis la Grande Écurie. C'est l'émergence sur le plan artistique du baroque qui a été, dans les années 60-70, dans notre pays, la base du lancement de tous ces ensembles qui étaient constitués autour d'un projet, à l'époque principalement baroque, et d'un homme ou d'une femme, instrumentiste, chef d'orchestre, qui tirait le tout. En 99, quand la FEVIS, la fédération, a été créée, il y avait 9 ensembles dans la FEVIS. Aujourd'hui, il y en a près de 200, et naturellement, la musique que ces ensembles jouent va du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, ce matin, et n'est plus du tout spécialisée, en quelque sorte, dans le baroque, quoique ce répertoire entre la Renaissance et le XVIIIe constitue encore une bonne partie de ce que font les musiciens. Ça, pour donner une idée, les ensembles de la FEVIS donnent chaque année à peu près 5000 spectacles. Et le système est fondé, on en a beaucoup parlé ce matin, et je pense que c'est un des points de notre politique culturelle qu'il faut conforter, qu'il faut rappeler, qu'il faut conforter sans cesse. Le système de l'indépendance est fondé, de ces ensembles, est fondé naturellement sur l'utilisation de l'intermittence. Et que cette petite merveille que possède la France doit être protégée comme la prunelle de nos yeux, bien entendu, et je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de risque qu'elle puisse être mise en cause. En tout cas, pour les ensembles indépendants, c'est quelque chose qui mérite aussi d'être dit dans les discussions qu'on peut avoir sur la politique culturelle, publique-privée.
le financement non public est majoritaire pour les ensembles indépendants. Et d'autre part, ce sont des ensembles qui ont une grande partie, plus que les autres musiciens, de leurs activités à l'exportation. Je pensais à tout à l'heure ce que disait la présidente de l'Institut français. 15% des concerts des ensembles indépendants, entre 15 et 20%, se font à l'exportation, ce qui est assez considérable par rapport aux autres musiciens. Mais naturellement, les indépendants ont passé la crise, et c'est ça qui est caractéristique de tout ce qu'on dit ce matin, c'est-à-dire que l'investissement du service public a permis de passer la crise. Nous avons passé la crise, l'activité revient au niveau, et c'est un des points que j'ai notés ce matin et qui, pour le spectacle vivant, va être probablement une des questions de l'avenir. Vous en avez plusieurs d'entre vous à en parler. C'est qu'on voit que les systèmes de production sont en train de changer. Par exemple, pour les ensembles indépendants, il y a une baisse des sessions, une baisse des recettes propres, une baisse des sessions de spectacle. C'est des questions qu'il va falloir affronter naturellement. Et on sait que le retour du public, qui est certain, ne nous fera pas faire l'économie des incertitudes que nous allons vivre à partir de l'année prochaine, 23-24, les financements de l'État, les financements des organismes de gestion collective, les financements des régions, le CNM. Tout à l'heure, Jean-Philippe a très bien dit qu'il ne peut pas aller au-delà d'un certain point et que ce qu'il a dit tout à l'heure est à la fois utopique, enfin utopique, ça présente, il l'a fait d'ailleurs, c'est une forme amusante de fiction, un objectif, une utopie, et en même temps, on sait très bien que le CNM ne peut pas faire un certain nombre, ne peut pas financer un certain nombre de choses. Pour nous, par exemple, les indépendants, nous ne participerons pas à la répartition de la taxe sur la billetterie. C'est une des questions qui mérite d'être posée. Ce que je veux dire, c'est que la FEVIS et les indépendants, ils posent très bien la question du destin de la musique, de création et de patrimoine, ce qui veut dire une grande partie de la musique dans ce pays, en tout cas de la musique savante, et de la politique musicale. Et c'est pour ça qu'on a eu raison ce matin, notamment de citer la mission et le futur rapport du sénateur Bargeton, dont on peut attendre beaucoup, je l'espère en tout cas, parce que il y a un certain nombre de questions qui méritent d'être mises à plat, d'être posées, et pour affronter au sein de notre politique culturelle les enjeux de notre politique musicale. De cette politique culturelle, je veux maintenant dire un mot tel que ce que vous avez dit ce matin, ce que m'a inspiré, ce que vous avez dit ce matin tous, remarquablement, et d'autre part, ce que m'inspire naturellement mon expérience ancienne au ministère, mais plus récente dans d'autres domaines, comme par exemple lorsque j'ai mené la création et dirigé pendant quelque temps un musée nouveau, le Musée national de l'histoire de l'immigration, qui est à la Porte Dorée, et qui présente d'ailleurs, je le mets entre parenthèses, actuellement une exposition qui s'appelle Nulle part ailleurs, et qui est de 24 artistes venus de l'étranger et travaillant entre les années 40 et 70. Exposition tout à fait remarquable, dont on a un peu parlé, hélas, à l'occasion d'un événement douloureux. C'est le décès, il y a un mois et demi, d'Hervé Télémaque, un grand artiste
d'origine française, d'origine haïtienne, et qui est un des 24 qui expose au Musée national de l'histoire de l'immigration. Et je vous ai écouté et je vous ai entendu, et je pense que quelques questions sont les jalons de cette réflexion que les BIS font ce matin, mais que naturellement il faut faire à tous les niveaux, et je pense en particulier que le nouveau conseiller pour la culture du président de la République, mon ami Philippe Bélaval, va avoir, en dehors naturellement des questions quotidiennes qui peuvent lui remonter, va devoir inspirer pour les 2 ou 3 années qui viennent, pour le financement, comme je l'ai dit, en 23-24, et puis pour les objectifs de la politique culturelle, va devoir, en tout cas c'est ce que je lui demanderai pour ma part, inspirer une forte réflexion, appuyée sur beaucoup de rapports, beaucoup d'éléments. Je parlais de Bargeton tout à l'heure, mais tout à l'heure Caroline Sonrier évoquait le rapport qu'elle a fait sur l'art lyrique, et qui est tout à fait essentiel. Mais, alors là c'est l'ancien ministre de la Culture qui parle, et qui a vu les choses se passer depuis 30 ans, comme elles se passaient de son temps d'ailleurs. On fait beaucoup de rapports au ministère de la Culture. La ministre ou les directions demandent beaucoup de rapports, et il y aurait un travail assez intéressant à faire, mais un peu cruel. Ça consisterait à regarder quelle est la proportion des propositions qui sont contenues dans les rapports et qui sont finalement mises en œuvre. Sur 20 à 30 ans, on arriverait à une proportion de, à mon avis, 1/3. Mais en revanche, sur la durée beaucoup plus brève, qui est celle, il faut bien le dire, des entreprises, qui est celle de nos institutions, et qui ont besoin tous les matins de rouvrir et toutes les années de faire leur bilan, on peut considérer que le rapport de ces rapports, de ces études, est très insuffisant. Et moi, je pense que c'est une des choses sur lesquelles j'ai toujours été persuadé de ça. Je crois beaucoup plus dans la formule de la participation que de ces rapports, c'est-à-dire dans la formule de genre des états généraux, des séminaires, des rassemblements. En matière de culture, l'échange me paraît être essentiel. Et rester dans sa filière, rester dans son couloir, aussi excellent qu'on y soit, à mon avis, ne permet pas de construire ce qui est notre objet de discussion ce matin. C'est une politique culturelle. Alors, quelques questions là-dessus. D'abord, le rapport entre le public et le privé. Le rapport entre le public et le privé, il a évolué, et en particulier parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, il y a des acteurs qui n'existaient pas il y a quelques années et qui sont les grandes fondations d'origine privée, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient d'origine étrangère, mais en particulier les 2 ou 3 plus grandes qui sont françaises et qui jouent un rôle absolument essentiel. Elles jouent un rôle pour les musées, pour les arts plastiques, mais elles jouent un rôle essentiel pour la musique. Elles pourraient demain jouer un rôle très important pour le théâtre. Et je pense qu'il faut bien concevoir que si certains, notamment dans le secteur public, ont une méfiance à l'égard de ces grands organismes privés, ils tiennent aujourd'hui une place qui est, je dirais, irremplaçable. Et moi, je me félicite simplement que la France soit un des pays dans lesquels nous avons 2 ou 3
grands mécènes, grandes entreprises, des individus ou des entreprises qui ont décidé, pour des raisons naturellement qui ne sont pas toutes évangéliques, bien entendu, mais ont décidé d'agir et de se mettre en avant au profit d'activités artistiques et culturelles. La deuxième question, qui me paraît au cœur des réflexions, c'est la question du numérique. Et elle a été très bien évoquée tout à l'heure. Je pense que j'ai en 2010, je crois, oui, été amené à faire avec Guillaume Serrouti et Patrick Zelnick, on était tous les trois, un rapport à la demande du président de la République ou du ministre de la Culture sur Internet et culture. C'était, à l'époque, on était dans les limbes. Tout ce qui existe aujourd'hui, pour l'essentiel, n'existait pas. Il y avait de l'Internet, il y avait des choses en ligne, mais franchement, on n'avait pas la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et nous avons, en gros, conclu qu'il ne fallait pas la guerre entre les deux, mais au contraire, qu'il fallait, et que c'était possible, que la culture utilise l'Internet et le numérique. Ce point de vue, c'est toujours le mien, mais c'est vrai que nous avons des problèmes qui sont non résolus. Par exemple, un problème aujourd'hui qu'il va bien falloir traiter, c'est celui de la taxe streaming. Comment on la répartit, qui va en bénéficier, et puis est-ce que tout ça correspond, est-ce que le prélèvement, si j'ose dire, fiscal transforme nécessairement une activité privée en service de l'intérêt général? C'est une vraie question qui ne pose pas seulement pour la culture, hein, mais on a souvent tendance à récupérer sur le privé l'argent pour faire la politique publique. On peut se poser, en matière de culture en particulier, la question de manière différente, c'est-à-dire que je pense qu'on peut très bien ne pas faire le prélèvement avec toutes les difficultés qu'il comporte, et puis aussi parce qu'on est encadré par des tas de réglementations européennes ou autres, mais parce que je crois qu'on peut très bien, au lieu de faire ce transfert en quelque sorte, travailler en termes de coopération. Et moi, c'est, en ce qui concerne le numérique, je pense qu'il faut que nous arrivions, à travers les réglementations, à travers les directives, à travers les obligations qui sont imposées aux grands acteurs du numérique, à mener, et finalement on revient à nos conclusions de 2010, à mener une politique de coopération et de participation. Je ne crois pas à la guerre, je crois vraiment à l'apport de ces technologies, mais encore faut-il que nous, les culturels en quelque sorte, nous nous engagions là-dedans. Et c'est, troisième considération, c'est le cas en particulier pour nos établissements publics. La politique culturelle a évolué depuis 30 ans, et j'en ai été un des responsables, par le fait qu'on est passé dans beaucoup de domaines de services administratifs à des établissements publics. J'ai créé le premier, je sais pas quoi, l'établissement public de Versailles, par exemple, et puis tout le reste a suivi. Et aujourd'hui, on a l'impression que, on le voit bien avec ce qui est devenu la DGCA et tout ça, on a l'impression que le ministère, l'administration, est dépourvu de moyens, qu'en fait, c'est les établissements publics qui font que. Et on a, en matière de musique, par exemple, bien traduit la chose en créant le Centre national de la musique, comme l'a expliqué Jean-Philippe tout à l'heure, il y a 3 ans, bientôt 3 ans. Et je pense que nous avons là
une vraie question qui mérite d'être posée. Est-ce que un ministère de la Culture décentralisé, c'est-à-dire avec 2/3 des dépenses culturelles qui sont faites par les collectivités territoriales et seulement 1/3 par l'État, déconcentré avec tout ce qui est entre les mains des DRAC et qui n'est plus à Paris, et troisièmement, entre guillemets, démembré par les établissements publics qui ont leur personnalité et leur pouvoir, qu'est-ce que c'est un ministère de la Culture? Ça sera la fin de mon propos. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que l'État représente désormais, malgré la croyance que nous avons, nous, Français, dans l'État-providence, dans tout ça? Et c'est là où, évidemment, se pose la question de l'intérêt général, de l'intérêt national. Comment est-ce qu'on peut continuer à le servir dans un système décentralisé, déconcentré, démembré? Qu'est-ce que c'est l'argent public? Comme disait Marché, où elle est? Est-ce que y en a trop? Est-ce que il faut sortir du rapport coût-bénéfice, qui est par définition la question que se pose l'argent privé, pour se tourner vers l'argent public qui n'a pas, ou qui n'avait pas en tout cas jusqu'à maintenant, la même interrogation? Je suis naturellement de cet avis, mais jusqu'à quel point? Et je pense que c'est là où la politique culturelle aujourd'hui, elle amène à une interrogation sur quelles sont les justes proportions de l'intervention de l'État-providence et de l'imposition qu'il fait et qu'il continue à faire, notamment par les réglementations, par la fiscalité, comme je disais tout à l'heure, ou par les établissements publics, les crédits dont il dispose, l'imposition qu'il fait au secteur privé, aux GAFAM en particulier, qui sont infiniment plus importants. Hein. C'est clair que aujourd'hui, les musiciens du Louvre et Live Nation, voilà, et ben c'est ça la question culturelle aujourd'hui. Bon, et je pense que il faut l'affronter, non pas en disant on va tout lâcher à Live Nation, ou en disant au contraire on va protéger les musiciens du Louvre à toute force, et puis on aura une archéologie de la culture d'un côté, pendant que 9 sur 10 des spectateurs du spectacle vivant iront vers le secteur privé. Et c'est là où je crois qu'il faut ce que j'appelle les justes proportions, c'est-à-dire il faut que nous admettions un certain nombre de réalités, mais que nous sachions les maîtriser. Voilà, je pense que le choix aujourd'hui, les bis cette année, au début de 23, tombent bien après ces 2 années de crise qu'on a réussi à passer, il faut bien le dire, avec beaucoup d'argent du contribuable au bénéfice de toutes les structures, publiques ou privées. Mais après ces 2 années de crise, on est à un bon moment pour se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de la culture de masse? Qu'est-ce qu'on fait d'Hollywood? Ça existe, et Hollywood aujourd'hui, c'est beaucoup, naturellement, Google ou Amazon, c'est plus seulement Paramount. Et puis, est-ce que nous, les Européens, on peut continuer, face à cela, à mener notre politique qui est essentielle et qui a été essentielle jusqu'à maintenant
de diversité culturelle qui a démarré, lorsque j'étais ministre de la Culture, par la mise en œuvre, enfin la définition et puis la mise en œuvre de l'exception culturelle, ce qui permet justement d'échapper aux diktats d'Hollywood. C'est une question qui est aujourd'hui, je vais le dire de manière un peu iconoclaste, elle ne me paraît plus, comment dirais-je, on n'est plus dans la situation d'une question sacrée. Je pense qu'il faut voir les choses avec beaucoup de lucidité aujourd'hui, parce que intervient en ce moment aussi un phénomène politique. Je sais bien qu'il ne faut pas que la politique se mêle de la culture, mais la réalité est là. Le monde évolue, et ce qu'on a vu il y a quelques jours au Brésil en est encore une nouvelle démonstration catastrophique. Le monde évolue de plus en plus vers, et quand je dis le monde, l'hémisphère nord en particulier, mais aussi bien sûr l'hémisphère sud, les pays développés comme les pays moins développés. Le monde évolue vers, les pays évoluent vers l'identitarisme et le populisme. J'ai écrit au printemps dernier un petit livre là-dessus qui était tourné autour de l'état de droit et de la menace sur l'état de droit que font peser ces évolutions. Mais la question se pose aussi pour la culture. Regardez un pays à côté de nous, hein, c'est à 1350 km, la Hongrie. Ben, la Hongrie, c'est un pays dans lequel clairement les questions culturelles sont mises en cause par des démarches politiques, d'identité, de nationalisme, de xénophobie, de racisme, de tout ce que vous voudrez. Et donc, nous avons à concilier cette démarche d'exception culturelle, de diversité culturelle, qui procure les moyens à tous les artistes, à tous les producteurs, à tous les gens d'art et de culture de travailler librement, avec ces risques qui existent de voir cette liberté, en quelque sorte, dévoyée, et en particulier les souverainetés étatiques servir des intérêts populistes ou des intérêts identitaires. Voilà, vous voyez, je finis par plus de questions que de certitudes. Mais je pense justement que la politique culturelle, elle doit permettre à tous d'ouvrir son esprit, sa tête et son cœur, de n'avoir aucun a priori, d'être capable de tout aimer ou de tout détester, de s'ouvrir, de faire en sorte, à travers la politique culturelle que les acteurs de la politique culturelle, les artistes en particulier, bénéficient à la fois de liberté et de soutien. C'est pour ça que l'expression culture populaire, qui est souvent dévoyée ou en tout cas méprisée, me paraît être pourtant une expression juste, parce que ça veut dire que la culture et que l'art rencontrent le public. Et rencontrent le public parce que, par ailleurs, vous tous ici, les acteurs de la culture, vous pouvez créer, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez diffuser. Et donc, pour moi, c'est ça, aujourd'hui, la question et la conclusion, c'est dans la liberté, dans l'égalité, sans discrimination, sans privilège, essayons de faire avancer cette culture et cet art qui est, ou en tout cas qui doit être pour nous, le bien de toutes et de tous. Merci, Monsieur le Ministre.
Merci beaucoup, Jacques Toubon. Merci d'être là, 30 ans après votre prise en main du ministère de la Culture. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre ténacité, pour d'avoir été au rendez-vous jusqu'au bout. Et nous nous retrouvons demain à 10h. 12 témoins. Richard, tu es là. Donc, travailler avec 28 témoins, c'est un travail qui se prépare 2 mois à l'avance. Et c'est Richard qui a eu cette tâche et qui a préparé l'ensemble des interventions. Donc, bravo Richard, on te retrouve demain. Donc, merci à toutes les équipes qui ont rendu cet événement possible ce matin. On vous retrouve demain à 10h. Bon appétit et bon après-midi au BIS. Et nourrissez-vous de spectacles, aimez tout et détestez.